Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais seulement 5 ans. Leur voiture a dérapé sur l'autoroute par une nuit orageuse et a plongé dans un ravin profond. Ils ont dit que mes parents étaient morts sur le coup, sans souffrir. Je n'en suis pas si sûr. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois la voiture en épave et j'entends les sirènes retentir dans ma tête comme un cauchemar sans fin. Il n'y avait pas de proches parents disposés à me recueillir. Tout a été traité rapidement, et quelques semaines plus tard, j'étais dans un orphelinat à la périphérie de la ville. Ces années ont traîné en longueur, froides et vides. Je n'ai jamais manqué de nourriture ni de vêtements, mais ce que je désirais le plus, c'était un vrai câlin, un regard chaleureux, quelqu'un qui m'appellerait « fille » et le penserait sincèrement. Quand j'ai eu 9 ans, tout a changé. Un après-midi de printemps, alors que je rangeais les jouets après l'heure d'activité, la directrice de l'orphelinat m'a appelé dehors. Là, un couple bien habillé attendait. La femme portait de grandes lunettes de soleil, ses cheveux blonds étaient soigneusement attachés, son sourire était doux mais distant. L'homme portait un costume bleu marine, une montre étincelante, et des yeux qui m'étudiaient sérieusement, comme s'il évaluait un investissement majeur. C'étaient monsieur et madame Ashford, des milliardaires de l'immobilier. La presse les appelait l'Empire d'acier froid, connus pour diriger leur entreprise avec une discipline stricte et un secret absolu. Personne n'aurait jamais pensé qu'ils adopteraient un enfant, surtout pas une petite fille ordinaire comme moi. J'ai emménagé chez eux la semaine suivante. Le manoir était comme un château. Il y avait des femmes de chambre, un chef privé, un chauffeur, et même un bureau d'études avec des tuteurs quotidiens. Mes vêtements étaient faits sur mesure. À chaque fête, je recevais des cadeaux de marque que je n'avais vus qu'à la télévision auparavant. Mais une chose était strictement interdite. Personne ne devait mentionner que j'étais adopté. Ils me présentaient comme une parente éloignée accueillie en raison de circonstances particulières. À chaque fête, réunion ou événement avec des médias ou des invités de l'élite, on me demandait de rester silencieuse, de me comporter convenablement et de ne jamais parler de l'orphelinat ou de mon passé. Si quelqu'un posait trop de questions, je devais sourire et changer de sujet. Même entouré de luxe, j'avais l'impression de jouer un rôle. Chaque geste, chaque mot, chaque pas devait être calculé. J'ai appris à m'asseoir correctement, à parler avec le bon ton et à choisir les bons mets lors des dîners somptueux. Un faux pas et ma mère adoptive me lançait un regard froid, tandis que mon père adoptif restait silencieux toute la soirée, me traitant comme un fantôme. Je n'ai jamais osé les appeler maman ou papa. Ils ne me l'ont jamais demandé et n'ont probablement jamais voulu l'entendre de toute façon. Ma chambre était comme sortie d'un conte de fées, mais il n'y avait pas une seule photo de famille. Seules des œuvres d'art pendaient au mur, ainsi que des photos d'eux avec des politiciens ou d'importantes personnalités du monde des affaires. Pas un seul cadre ne m'incluait. Parfois, je surprenais ma mère adoptive me regardant de loin avec une expression étrange. Ni vraiment froide, ni vraiment chaleureuse, comme si elle se souvenait de quelque chose ou évaluait si j'appartenais vraiment à cette vie. Je pensais que si je me comportais bien, étudiais assidûment, agissais parfaitement, peut-être qu'un jour ils me considéreraient vraiment comme leur fille. Mais au fond de moi, je savais toujours que certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus jamais. Patrick a étudié l'ingénierie logicielle. J'ai fait mes études en psychologie. Nous nous sommes rencontrés lors d'un séminaire sur la santé mentale organisé à notre université. Je me souviens encore. Je me souviens du moment où il est entré. Ses cheveux ébouriffés par la pluie, son manteau trempé, mais son sourire a illuminé la pièce comme si la tempête à l'extérieur n'existait pas. Il s'est assis à côté de moi. Et pendant que nous attendions que le conférencier commence, il s'est tourné et a demandé, « Toi aussi, tu es là pour les points bonus, ou ça t'intéresse vraiment ?» J'ai ri. C'était une question si directe et un peu bête, mais ça m'a mise à l'aise. Nous avons commencé à parler et n'avons jamais arrêté. Quand le séminaire s'est terminé, Patrick m'a demandé si je voulais dîner avec lui. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai raconté à un inconnu mon histoire, l'orphelinat, les parents adoptifs riches mais distants, et ce sentiment constant de ne pas être à ma place. Patrick n'a pas scié. Il ne m'a pas regardé avec pitié, mais avec une curiosité sincère. « Tu as survécu et tu t'en es sorti. C'est ça l'important, a-t-il dit. À partir de ce moment, j'ai su que je tomberais amoureuse d'eux. Lui. Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans. Patrick me faisait toujours me sentir en sécurité. Pas riche, pas flamboyant, mais attentif aux moindres détails. La tasse de café parfaite, une couverture légère quand je ne pouvais pas dormir,
ou simplement s'asseoir silencieusement à côté de moi quand j'en avais besoin. Pour la première fois, il m'a fait sentir que j'appartenais vraiment à quelqu'un. Pas comme un fardeau, mais juste comme moi-même. Mais ensuite, à mesure que notre relation devenait plus sérieuse, les choses ont commencé à changer. La première fois que j'ai posé des questions sur sa famille, Patrick a balayé le sujet. Il a simplement dit qu'ils étaient plutôt traditionnels, qu'ils vivaient très différemment de nous. Je n'y ai pas vraiment pensé à l'époque parce que je croyais que si nous nous aimions suffisamment, sa famille finirait par nous accepter. Mais j'ai lentement réalisé que Patrick évitait toujours de me ramener chez lui. Il esquivait toujours les rassemblements où ses parents seraient présents. Pendant les vacances, alors que j'étais seul dans notre appartement vide, Patrick rentrait chez sa famille, sans jamais me mentionner une seule fois. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je lui ai demandé directement pourquoi il n'avait pas parlé de moi à sa famille. Patrick est resté silencieux pendant un long moment, puis a finalement admis, « Madison, tu sais comment ils sont. Ils attachent beaucoup d'importance aux origines. Ils voudront savoir qui est ta famille, d'où tu viens. Ma mère, elle ne t'acceptera pas. Pas à cause de toi, mais parce que tu n'es pas ce qu'ils attendent. » J'étais sidéré. Non pas parce que je ne m'en étais pas douté, mais parce que Patrick, l'homme qui disait m'aimer pour ce que j'étais, n'avait pas le courage de me défendre. « Alors, qu'est-ce que je suis pour toi? Quelque chose que tu caches, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Il m'a pris la main. Ce n'est pas ça. Je suis juste, j'ai peur. Tu ne sais pas comment est ma mère. Elle ferait. J'ai retiré ma main. Je sais ce que ça fait d'être rejeté. J'ai vécu avec ça toute ma vie. Je ne peux pas le revivre. Surtout pas de la part de la personne que j'aime et qui me cache. Après cette conversation, les choses ont continué, mais quelque chose s'était déjà brisé. Patrick s'est excusé encore et encore, promettant qu'il me présenterait bientôt à sa famille. Il disait qu'il attendait juste le bon moment, mais ce moment n'est jamais arrivé. Puis un jour, il a fait sa demande en mariage. C'était simple. Dans le parc où nous avions eu notre premier baiser. J'ai pleuré, non pas de joie, mais parce que mon cœur était déchiré en deux. Une moitié voulait croire à sa promesse. Et l'autre ne pouvait pas oublier le sentiment de ne pas être accepté. J'ai dit oui, mais au fond de moi, je savais que la vraie bataille n'avait même pas encore commencé. Et la famille de Patrick, surtout sa mère, n'allait pas accepter quelqu'un comme moi facilement. Le restaurant se trouvait au dernier étage d'un immeuble de luxe. Des lumières dorées se reflétaient sur les tables en verre, une douce musique de piano flottait dans cet espace conçu pour l'élite. Patrick serra doucement ma main lorsque nous sommes entrés. Je n'ai rien dit, me contentant de hocher légèrement la tête, cachant mon anxiété derrière un sourire poli. Ses parents étaient déjà là, assis près de la fenêtre avec une vue sur la silhouette de la ville. Sa mère, Evelyne, portait une robe en soie couleur perle, un bracelet en diamant scintillant sous les lumières. Son père, Grégory, semblait sévère, son regard perçant et ses lèvres serrées dégageant un air de jugement constant. Patrick les salua en premier et tira ma chaise. J'ai souri poliment, prononçant un doux bonjour, mais ils ont à peine hoché la tête, leurs yeux me balayant comme si j'étais une inconnue insignifiante. Moins de 5 minutes après que le serveur eut versé le vin, Evelyne prit la parole. « Alors, Madison, que faites-vous ? » « Je suis stagiaire dans un centre de consultation, » ai-je répondu calmement. « Nous sommes spécialisés dans le soutien aux adolescents confrontés à la dépression et au traumatisme. » Elle haussa un sourcil. « Oh, une carrière à écouter et à donner des conseils, ça semble intéressant. » Je savais exactement ce qu'elle entendait par « intéressant ». Ce n'était pas un compliment. Grégory se tourna vers Patrick. « Et où Madison a-t-elle grandi ?» Patrick hésita. Je vis le conflit dans ses yeux. Elle a grandi dans un orphelinat. Puis elle a été adoptée. Sa famille adoptive était aisée. Un long silence s'ensuivit. Evelyne posa son verre de vin et me regarda directement. Donc, pas d'origines établies. Je me figeai un instant. J'ai cru avoir mal entendu, mais elle continua sans la moindre hésitation. Voyez-vous, notre famille a une tradition, une réputation, et bien que Patrick soit assez sentimental, le mariage n'est pas quelque chose à traiter comme. Me lâcha d'une paire de chaussures en solde. Patrick resserra sa prise sur ma main sous la table. Maman, ne dis pas ça comme ça. Madison n'est pas. Elle le coupa. Je ne fais que constater les faits.
Ce n'est pas offensant si c'est vrai. As-tu réfléchi à l'avenir? Aux futurs enfants? Ils porteront un nom sans origine connue. Mon visage brûlait. Ma gorge se serra. Je voulais me lever et partir, mais Patrick prit la parole avant que je ne puisse le faire. J'ai réfléchi à l'avenir, maman. J'ai réfléchi à la personne avec qui je veux passer ma vie, et cette personne est Madison. Que vous l'approuviez ou non. Le front de Grégory se plissa. Patrick, fais preuve de respect. C'est un dîner de famille, pas un champ de bataille. Patrick se leva et tira ma chaise. Si c'est une famille, alors la personne que j'aime mérite au moins un niveau de respect élémentaire. Il se tourna vers moi, sa voix s'adoucissant. Allons-y, je plongeai mon regard dans ses yeux, fermes et intrépides, et je sus que je n'étais pas seul. Nous sortîmes du restaurant sous les regards désapprobateurs des autres convives, suivis d'un lourd silence. Personne ne nous rappela. Personne ne tenta de nous arrêter. Mais je n'avais pas besoin de non plus. Tout ce dont j'avais besoin, c'était Patrick. Et je savais qu'au moment où nous sortions de ce restaurant, je ne quittais pas seulement un dîner. Je tournais le dos aux vieilles attentes, aux préjugés profondément enracinés et aux personnes qui ne m'accepteraient jamais pour ce que j'étais vraiment. Nous avons enregistré notre mariage par une fraîche matinée d'automne. Pas de fête, pas de robe somptueuse, juste un petit bureau gouvernemental, 2 signatures, et une promesse silencieuse entre moi et Patrick. Nous construirons notre famille sur l'amour, pas sur l'approbation. Quand Patrick a annoncé le mariage à ses parents, leur réaction fut plus froide que l'air hivernal. Sa mère a haussé un sourcil, l'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Penses-tu vraiment que marier cette fille ne déshonorera pas toute la famille ?» Son père n'a pas dit grand-chose. Il a juste sorti son portefeuille, posé un chèque en blanc sur la table et a dit « Si vous nous laissez organiser entièrement le mariage, ceci est à toi. » Sinon, Patrick a déchiré le chèque juste devant eux. Quelques semaines plus tard, nous avons reçu une invitation pour le 35e anniversaire de mariage de ses parents. Patrick voulait y aller. Il a dit qu'il ne pouvait pas les éviter éternellement. Qu'il espérait que s'ils nous voyaient toujours ensemble, toujours heureux, il finirait par changer d'avis. Je n'y croyais pas, mais j'ai accepté. Pour lui, j'ai porté une robe simple mais élégante, mes cheveux en chignon souple, un maquillage léger. Patrick m'a tenu la main alors que nous entrions dans leur manoir, où la fête battait son plein avec des centaines d'invités en tenue élégante, les rires résonnant à travers le jardin. Nous nous sentions comme des ombres pénétrant dans un monde qui n'était pas fait pour nous. Personne ne nous a accueillis. Personne ne m'a regardé dans les yeux. Les poignées de main pour Patrick étaient polies. Les regards vers moi étaient froids comme la glace. Une femme d'âge moyen, probablement une des tantes de Patrick, m'a toisé de haut en bas, puis s'est tournée vers son mari et a chuchoté assez fort pour qu'on l'entende. Je me demande quel domestique s'est égaré ici. Patrick l'a entendu. Moi aussi. Il a serré ma main plus fort et m'a entraîné à la recherche d'une place assise, mais toutes les tables étaient, on ne sait comment, déjà pleines. Pas de place pour nous. Puis sa mère est apparue derrière nous, toujours avec un sourire poli, en disant « Oh, Patrick, vous auriez vraiment dû arriver plus tôt. Dommage que toutes les tables soient pleines maintenant. Mais il y a des chaises pliantes dans la cuisine, si cela ne vous dérange pas, je n'ai rien dit, mais ma poitrine s'est serrée. » Patrick m'a serré la main si fort que je pouvais le sentir trembler. « Nous n'avons pas besoin de chaises pliantes, » a-t-il dit, d'une voix basse. « Et nous n'avons pas besoin de rester ici non plus. » Puis il s'est tourné vers moi. « Allons-y, Madison. » Nous nous sommes retournés et sommes partis. Tout le jardin a semblé marquer une pause. Puis les faux rires et le bavardage oisif ont repris comme si nous n'avions jamais été là. Sur le chemin du retour, j'ai fixé la fenêtre. La nuit était tombée, et la lueur des voitures qui passaient projetait une lumière éparse sur mon visage. Patrick tenait toujours ma main, cette fois tremblant vraiment, non pas de peur, mais de rage. « Je suis désolé, » a-t-il dit doucement. « Il ne te mérite pas, Madison. Mais je ne peux pas choisir la famille dans laquelle je suis né. Je ne peux choisir que la personne avec qui je veux passer ma vie. » Je n'ai pas répondu, mais au fond de moi, je savais que j'avais choisi la bonne personne. Quant à sa famille, elle s'était retirée de notre histoire, et d'une manière ou d'une autre, il y aurait un prix à payer pour cela. Patrick a claqué la porte derrière lui en entrant dans l'appartement. J'étais toujours assise sur le canapé, toujours dans la même robe de couleur crème que j'avais portée à la fête. Ni trop voyante, ni trop simple.
Elle m'avait autrefois fait me sentir assez belle pour me tenir à ses côtés. Mais ce soir, chaque regard me traversait comme si j'étais invisible. Cette soirée était horrible, a lâché Patrick. J'ai levé les yeux, espérant qu'il enchaînerait sur quelque chose de plus doux. Mais il a juste retiré son manteau. Le jeta sur une chaise et entra directement dans la cuisine. Je me levai et le suivis. Tu veux dire à cause de la façon dont ils m'ont traité? Il se retourna, me fixant comme si j'avais dit la chose la plus ridicule au monde. Madison, tu as tout empiré. Tout ce qu'ils attendaient, c'était un peu de courtoisie de ta part. Tu es restée silencieuse toute la soirée, impassible, sans même un simple bonjour poli. Ne pouvais-tu pas te comporter normalement juste pour une soirée? Je me figeai. Ils m'ont traité comme si je n'existais pas. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé d'engager la conversation, mais tu as vu. Ils n'ont même pas pris la peine de répondre. Ta mère a détourné le regard quand je lui ai souhaité une bonne santé. Patrick secoua la tête en ricanant. Ce n'est pas une excuse pour me faire paraître mal devant eux. J'ai dégluti difficilement. Tu es gêné à cause de moi? Il resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. C'est ma famille, Madison. Tu as rendu les choses plus inconfortables pour moi. Je voulais juste un dîner paisible, et je voulais juste être respecté. Je ne peux pas m'excuser auprès de gens qui ne cessent de m'insulter. Ils n'ont jamais dit un seul mot gentil à mon égard. Alors peut-être devrais-tu apprendre à l'endurer. Ils m'ont élevé. Ce sont les gens que j'aime. Tu dois leur montrer que tu en es digne, pas agir comme si le monde entier était contre toi. Je lâchai un rire sec. Alors, si un jour notre fille est traitée comme ça, lui dirais-tu de l'endurer aussi? Cette question resta en suspens. Patrick ne répondit pas. Il se détourna, attrapa une bouteille d'eau et monta à l'étage. La porte de la chambre se referma sans même un « bonne nuit ». Les jours suivants s'écoulèrent dans un silence pesant. Patrick se retira dans son propre monde, passant la majeure partie de son temps dans le bureau à domicile, mangeant seul ou sortant sans me dire où. J'ai essayé de maintenir la paix, j'ai préparé des repas, nettoyé la maison, et même laissé de petits mots manuscrits avec des messages doux, espérant l'adoucir. Mais il n'a jamais répondu. Pas un seul message, pas un regard. Parfois, je passais devant le bureau et le voyais avec ses écouteurs, les yeux rivés sur l'écran, comme si je n'existais même pas dans la même maison. Une nuit, j'ai entendu des rires en bas. Il était au téléphone avec sa mère, sa voix joyeuse, lui parlant d'un nouveau projet. Je me tenais dans l'obscurité en haut de l'escalier, écoutant cette voix. Celle qui m'avait jadis fait me sentir aimé, me glaçait maintenant le cœur. J'avais aimé Patrick de tout mon être. Je croyais que l'amour était assez fort pour résister au jugement, aux préjugés et à l'examen minutieux. Mais peut-être que je me trompais. Peut-être qu'il m'aimait, mais il aimait plus le confort de sa famille. Il préférait l'idée de la paix plutôt que de prendre ma défense. Je m'assis seul dans le salon, la lumière douce projetant une lueur sur notre photo de mariage accrochée au mur. Je souriais sur cette photo. Lui aussi. Mais en la regardant maintenant, ce sourire me semblait étranger. Je ne savais pas combien de temps je pourrais encore continuer. Mais une chose était sûre, je ne m'excuserais pas d'être moi-même, même si cela signifiait affronter la solitude. Le dîner de cette nuit-là se tenait dans le manoir de la famille de Patrick, si grand qu'il ressemblait à un hôtel de luxe. L'odeur de la nourriture chère flottait dans l'air. Des lustres en cristal scintillaient comme pour tenter de détourner l'attention de la tension qui enveloppait la pièce. Patrick et moi sommes entrés. Sa main reposait légèrement sur mon dos, mais n'offrait aucune chaleur. Sa mère, Paula, était assise au bout d'eux. La longue table, son regard me scrutant comme si j'étais une tache sur sa robe de soie. Pas un salut, pas un sourire, juste un silence glacial. J'ai tenté de sourire, hochant la tête à chacun des membres de la famille, mais leur regard me balaya sans me voir, comme si je n'existais pas. L'une des tantes de Patrick se pencha et murmura quelque chose à son mari, et ils rirent tous les deux. Nul besoin de deviner le sujet. Je m'étais habitué à cette sensation, mais ce soir-là, c'était plus pesant, plus vif, plus cruel. Le dîner commença. Tout le monde bavardait et riait. Je restais silencieuse, prenant de minuscules bouchées, comme si mon silence pouvait me faire disparaître. À mi-chemin du repas, quand quelqu'un interrogea Patrick sur ses projets d'avenir,
Paula posa brusquement son couteau et sa fourchette avec un claquement sec. L'avenir, dit-elle, les yeux rivés sur moi. Je ne sais pas quel avenir il espère. Quand mon fils s'enchaîne à une orpheline sans origine, la table se tut. Je me sentis pâlir. Patrick se figea, les lèvres fermement serrées, mais il ne dit rien. Pas un mot. Je ne comprends pas, tout simplement, continua Paula d'un ton calme mais cinglant. Il y a tant de jeunes filles bien, jolies, instruites, de bonne famille, et il choisit une pauvre fille quelconque dont personne n'a jamais entendu parler. C'est une honte. Je me levai, les lèvres tremblantes. Vous n'êtes pas obligé de m'apprécier. Je comprends, mais s'il vous plaît, ne parlez pas de moi ainsi devant tout le monde. Elle rit avec mépris. Oh, tu as de la fierté, une orpheline qui ose me parler. Si tu avais le moindre respect de toi-même, tu aurais su dès le début que tu n'as pas ta place ici. Pourtant, Patrick ne dit rien. Je me tournai vers lui, espérant voir du courage dans ses yeux. Mais tout ce que je vis fut de la lâcheté. Patrick, murmurai-je. Il évita mon regard, puis sortit son portefeuille, plaça une liasse de billets dans ma main, et murmura « Rentre chez toi. Ne fais pas de scène ici. » Chaque cellule de mon corps se figea, non pas à cause des insultes de sa mère. J'en avais enduré beaucoup dans ma vie, mais parce que l'homme que j'aimais, l'homme en qui j'avais confiance, choisissait de rester silencieux, de se ranger de leur côté, comme si je méritais vraiment d'être traité de cette façon. Je remis l'argent sur la table, parlant lentement, clairement. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin que mon mari voie que je suis une personne digne. Personne ne dit un mot. Je me retournai et sortis de cette demeure, somptueuse, mais plus froide que n'importe quelle nuit d'hiver. Je ne pleurai pas sur le chemin du retour. Les larmes avaient séché depuis longtemps, ne laissant que le vide et la douleur sourde d'une blessure jamais cicatrisée. Quand j'ouvris la porte de notre appartement, tout était pareil. Le vieux canapé, la photo de mariage sur le mur, et les traces d'un mariage que j'avais cru éternel. J'ai passé un appel vidéo à mes parents adoptifs cette nuit-là. Ils étaient en Suisse, participant au sommet annuel d'investissement. Mais au moment où Evelyne vit mon visage pâle sur l'écran, elle se leva brusquement de sa chaise. « Que s'est-il passé, Madison ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant de colère. Je leur ai tout raconté, chaque détail. Le dîner, les regards de la famille de Patrick, Paula m'humiliant devant tout le monde, et le moment où Patrick me tendit de l'argent comme si j'étais une étrangère ayant besoin d'un moyen de rentrer chez moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste tout raconté, calme, froide. Quand j'ai eu fini, il y eut un silence glaçant à l'autre bout du fil. Mon père, Grégory Hawthorne, tourna. À ma mère. Nous rentrons immédiatement. 3 jours plus tard, ils arrivèrent à New York. Je les ai rencontrés dans un petit café au bord de l'Hudson. Evelyne m'a longuement serré dans ses bras. Mon père a simplement posé une main sur mon épaule, mais ses yeux en disaient plus que n'importe quel mot. Je ne laisserai pas passer ça. Savent-ils que tu es la fille adoptive des Hawthorne ? Demanda ma mère. J'ai secoué la tête. Je ne leur ai jamais dit. Je voulais qu'ils m'acceptent pour ce que je suis, pas pour le nom ou la fortune derrière moi. Mon père plissa les yeux. Ils ont choisi de ne pas t'accepter. Il est temps maintenant qu'ils découvrent qui ils viennent de rejeter. Ce soir-là, c'était la fête du 70e anniversaire du grand-père de Patrick, organisée dans l'un des restaurants les plus luxueux de Manhattan. J'avais été invité. Un geste de courtoisie de dernière minute de la part de Patrick. Au début, j'avais l'intention de refuser, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Ils t'ont invité ? Bien. Nous irons, dit ma mère. Patrick n'avait aucune idée de qui j'allais amener. Quand nous sommes entrés, le brouhaha a commencé à s'apaiser. Je marchais entre mes parents adoptifs, tous deux vêtus élégamment mais avec modestie. L'expression de mon père était glaciale, et ma mère affichait un sourire doux et fier. Au moment où Paula m'a vu, elle s'est figée, ses yeux passant de la surprise à l'irritation en quelques secondes. « Oh, Madison, tu es venue aussi, dit-elle, essayant de garder un ton neutre. « Oui, et voici mes parents, Evelyne et Grégory Hawthorne. » Cette phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. Quelqu'un laissa tomber un verre de vin. Paula se raidit. Marley, la sœur de Patrick, écarquilla les yeux. Patrick balbutia, les lèvres pâles. « Hawthorne ? Vous voulez dire quel Hawthorne ?
Mon père s'avança et déposa un dossier sur la table devant Patrick. Grégory Hawthorne, du groupe immobilier Avalon, et je viens de rencontrer notre avocat ce matin. Patrick fixa les papiers, les mains tremblantes. Ce sont des papiers de divorce, dit mon père d'un ton ferme. Madison n'a plus rien à quoi se raccrocher dans ce mariage, et je ne permettrai pas que ma fille soit traitée comme une moins que rien par des gens qui jugent les autres uniquement par leur lignée et leur argent. La mâchoire de Paula tomba, mais elle ne put prononcer un mot. Une mère n'apprécie peut-être pas sa belle-fille, dit Evelyne calmement. Mais personne n'a le droit de traiter ma fille de pauvre orpheline car si elle était vraiment pauvre ce soir, vous venez de rejeter le seul cadeau que vous n'auriez jamais pu vous offrir, sa loyauté et sa gentillesse. Personne ne dit un mot. Patrick s'enfonça dans son fauteuil, le regard vide, et je restais là, sous les lumières éblouissantes du restaurant, ne me sentant ni honteuse ni blessée, juste libre. Purement libre, comme si j'avais enfin retiré les chaînes invisibles que j'avais portées bien trop longtemps. La nouvelle de cette fête d'anniversaire inoubliable se répandit plus vite que je ne l'avais imaginé. En 48 heures, des photos et des extraits vidéo de mon père remettant les papiers de divorce à Patrick commencèrent à circuler sur les forums financiers, où le nom Hawthorne attirait toujours l'attention. Personne n'avait imaginé que la jeune fille sans antécédent était la fille adoptive de l'une des familles immobilières les plus puissantes de la côte est. Dès la semaine suivante, les actions de la société de Gregory Miller, le père de Patrick, commencèrent à chuter. Les partenaires majeurs annulèrent des réunions. Des investisseurs stratégiques retirèrent soudainement leurs fonds, citant une réévaluation de la transparence et des pratiques éthiques dans les opérations de l'entreprise. En vérité, personne n'avait besoin d'une explication détaillée. Le monde des affaires ne favorise pas ceux qui manquent de respect aux mauvaises personnes. La famille de Patrick a sombré dans le chaos. Polie en apparence, brisée à l'intérieur. Les photos souriantes qu'il publiait sur les réseaux sociaux ne pouvaient cacher la vérité qui se délitait. Des contrats perdus, 2 propriétés commerciales vendues à la hâte, et Gregory Miller sous enquête pour fraude fiscale liée à une transaction récente. Quant à moi, je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin d'en faire plus. Les premiers messages que j'ai reçus de la famille de Patrick étaient amers. Tu as tout planifié depuis le début, n'est-ce pas? Tu as détruit une famille juste pour te venger. Ne crois pas que l'argent donne la classe. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, le ton a changé. Madison, si tu pouvais parler à ton père, s'il te plaît, demande-lui d'arrêter. Il ne savait pas qui tu étais. S'il te plaît, aie pitié de notre famille. Patrick a pleuré toute la nuit. Il n'a rien mangé. Pourtant, je n'ai pas répondu. J'avais autrefois souhaité qu'il me comprenne, m'accepte, même. Mais quand j'étais silencieuse, ils m'insultaient. Quand je me suis affirmée, ils ont supplié. Il n'y avait pas d'affection véritable, seulement de la peur, dès que leur privilège était menacé. Patrick a signé les papiers du divorce un lundi après-midi. Pas de rencontre, pas de mots. J'ai reçu la confirmation du cabinet d'avocats de mon père. Propre, rapide, tout comme le moment où il avait sorti son portefeuille et m'avait tendu de l'argent, me demandant de partir tôt. Il n'y a pas de fin plus douloureuse que le silence. 3 jours après que tout a été finalisé, mes parents m'ont emmené à l'aéroport, un voyage de 6 semaines à travers 4 pays, non pas pour étaler quoi que ce soit, mais pour me donner l'espace de réfléchir. Nous avons commencé en Suède, où la neige tombait doucement sur les rues pavées. Chaque matin, ma mère me préparait du thé, et mon père écoutait tandis que je parlais des petites choses de mon mariage qui m'avaient autrefois blessé. Je n'ai pas pleuré. La douleur m'a quitté avec le premier verre de vin rouge à Stockholm. Puis, nous sommes allés en Grèce, avons visité des temples blancs nichés sur des falaises au-dessus de la mer. Une nuit, j'ai marché seul sur la plage, laissant les vents de l'océan effacer les échos des rires cruels de ce dîner lointain. À la fin du voyage, dans une ville tranquille du sud de la France, ma mère m'a pris la main et m'a dit « Madison, tu n'as rien à prouver. Tu mérites l'amour, la gentillesse, et tout ce qu'ils ont essayé de te faire croire que tu n'avais pas le droit de réclamer. » Je l'ai serré fort dans mes bras. Le vent soufflait dans mes cheveux, emportant tout l'ancien fardeau en moi. Je ne déteste pas Patrick, mais il ne me manque pas non plus. Et je sais que même si personne ne m'a choisi au début, je peux toujours choisir ma fin. Une fin non marquée par les larmes, mais par une paix absolue. Une fin qui n'a pas besoin de pardon, seul aime. NT de liberté. L'histoire de Madison est un puissant rappel que le silence n'est pas toujours une faiblesse, et quitter une relation toxique n'est pas un échec.
C'est une décision courageuse pour protéger son estime de soi. Dans un monde où les gens sont souvent jugés par leur statut et leur origine, Madison a prouvé que la dignité, la résilience et l'intégrité ne peuvent pas s'acheter. Lorsque vous vous affirmez, vous ne faites pas que retrouver votre voix, vous retrouvez votre vie entière. Quelles sont vos réflexions sur le parcours de Madison et le choix final qu'elle a fait? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires sincères et puissantes sur la vie.